J'étais venu la première année à l'Académie, ça m'avait beaucoup impressionné et beaucoup nourri, et ça me fait très plaisir d'être là. On est la 5e année, hein? La 5e année. Bon. Mon intervention est intitulée « Comment choisir ce qui aura été? Réflexion sur l'avenir post-humain par-delà optimisme et pessimisme ». En novembre dernier, à Canterbury, Bernard évoquait le nihilisme contemporain en se référant au film Mélancolia de Lars von Trier. Ce film représente très bien un côté de la symptomatologie de l'Anthropocène, caractérisée par un découragement, un épuisement de la protension, par exemple un désengagement par rapport au projet des Lumières, un défaut de croyance en l'avenir. J'aimerais ici parler de l'envers de ce symptôme de l'époque que décrivait Bernard. Si l'époque est bel et bien tramée par un pessimisme culturel sur l'avenir de l'humain, ou encore sur son dépassement post-humain, il existe aussi un aspect complémentaire qui comprend un étrange optimisme devant l'impasse de l'époque. Cet optimisme, on le retrouve comme morale du film Interstellar de Christopher Nolan. Et qui ne l'a pas vu? Ou qui l'a vu? Qui ne l'a pas vu? Pas vu. OK. Je vais essayer de le résumer. En tout cas, de résumer les parties qui nous intéressent pour l'instant. C'est un film qui fait comme Mélancolia aussi partie de ce genre que nous pourrions appeler anthropocénique, où l'on se retrouve devant l'impasse d'un monde mourant, d'un monde sans futur, ou devant l'horizon final de l'hominisation. Ici, au lieu du mantra « Enjoy it while it lasts », sorte de morale de Mélancolia, et qui se fait répéter dernièrement par James Lovelock par rapport aux catastrophes climatiques qui nous attendent dans un futur très proche, nous avons dans Interstellar une morale opposée qui ne cesse de se faire répéter par l'un des personnages principaux. « Don't go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. » C'est une phrase célèbre tirée du poème de Dylan Thomas. Un poème qui exalte l'infatigable autopréservation du vivant devant la mort, devant la transition de phase fatale. Par ailleurs, à l'aube de l'élection de Syriza en Grèce, Yanis Varoufakis s'appropriait ce même poème de Thomas. Les Grecs, disait-il, venaient de choisir de ne pas entrer apaisés dans cette bonne nuit. C'est vraisemblablement le cri d'un espoir ou d'un engouement pour le futur. Mais dans Interstellar, l'adage de Thomas mobilise plutôt un espoir dans l'avenir de l'hominisation et une apologie de l'Anthropocène. Plus précisément, le film fait l'éloge d'un prométhéanisme remarquable qui déclare « L'humain dépassera toutes les limites de la biologie, son écosystème et les contraintes mêmes de l'espace-temps. Il transcendera la corporéité du vivant pour devenir pure intelligence hyperdimensionnelle et cosmique. » Le film fait donc preuve d'un étrange optimisme prométhéen. Par ailleurs, au-delà de déployer les effets audiovisuels et le rythme typique du cinéma d'action hollywoodien, il met le doigt sur un aspect de cet optimisme qui nous échappe trop souvent. Cet optimisme devant l'impasse apocalyptique semble fondé dans une superstition, sur une espèce de conditionnement superstitieux du futur, comme si l'optimisme comme tel pouvait avoir un effet sur le dénouement de l'histoire. On reconnaîtra l'optimisme infatigable du joueur, du gambler, qui croit réellement dans son âme profonde et à chaque coup de dé que cette fois son destin sera aligné avec son désir, que la contingence du jeu se synchronisera avec son intention. C'est dire que l'histoire spéculative déployée dans Interstellar comporte une étrange inversion de la priorité causale. C'est le futur qui choisit son passé. Pour résumer rapidement
ce qui nous intéresse dans le film, le mathématicien physicien chargé de sauver l'humanité d'une planète mourante doit, pour le faire, dénouer le problème de la gravité quantique. Or, ce vieux scientifique, nous l'apprenons tardivement dans le film, savait depuis longtemps qu'il serait impossible de résoudre le mystère de la gravité sans que nous puissions s'élever hors de l'espace-temps lui-même, c'est-à-dire sans transcender la contrainte des 3 dimensions spatiales et de la temporalité asymétrique. Néanmoins, ce vieux scientifique ne dit rien aux autres protagonistes du film et les convainc de se livrer à l'exploit d'une traversée astronomique à travers un trou de verre, un wormhole, un pont théoriquement possible entre 2 endroits de l'espace-temps, avec le but d'y trouver une autre planète où l'humanité pourrait se recréer un monde. Et ce trou de verre, ce wormhole-là, apparaît dans le film spontanément près de la planète Jupiter, je crois. Mais à quoi ou à qui devons-nous l'ouverture très opportune de ce mystérieux portail vers un futur possible? On supposera jusqu'à la fin du film que ce fut la création d'une civilisation extraterrestre, extrêmement sophistiquée et bienveillante. Mais après s'être abandonné au risque de traverser cet horizon, avec l'espoir d'y trouver une planète habitable, on réalise que ce n'était pas du tout le cas, par une série de contingences, de gestes d'autopréservation autant que de gestes d'altruisme. Maintenant, l'un des protagonistes se retrouve à l'intérieur du trou noir qui occupe le centre de la galaxie étrangère, la galaxie qu'on atteint en traversant le trou de verre, le wormhole. Et c'est ici que l'on commence à dénouer le mystère, à la toute fin. Tous les signes que nous avions interprétés, les chaînes de coïncidences et les heureux hasards qui nous avaient conduits à transgresser l'horizon et à nous dépasser, n'était finalement pas le travail d'une civilisation extramondaine, sophistiquée et bienveillante. C'était nous-mêmes dans le futur, c'est-à-dire l'humain à venir, qui nous appelait depuis toujours à nous élever hors de l'eau, à adopter le stade debout, à transgresser chaque limite rencontrée au cours de l'hominisation. C'est un optimisme aveugle, un espoir, une confiance prométhéenne qui nous aura menés jusque-là. Le protagoniste, maintenant au sein de la singularité du trou noir, s'ayant donc libéré des contraintes de l'espace-temps et pouvant maintenant contrôler la gravité à n'importe quel endroit et à n'importe quel temps, trouve le moyen de communiquer avec le passé pour rendre à sa fille, qui remplace maintenant le vieux scientifique, ce secret de la gravité quantique. Et donc, c'est par une étrange boucle dans le temps que le futur aura choisi son propre passé par le biais d'un acte de foi. Or, je crois que cette étrange histoire anthropocénique représente l'envers du symptôme de mélancolia. On discerne bien 2 pôles caractérisant les symptomatologies de l'Anthropocène. L'un pessimiste, mélancolique, désespéré, l'autre optimiste, enthousiaste, croyant. On reconnaît le conflit perpétuel entre ces fatalistes qui appliquent le scalpel du doute analytique aux heureux hasards du progrès et ces optimistes pour qui la détermination remarquable et la motivation inépuisable dépendent des œillères qui leur masquent commodément les contradictions de leurs actes, qui déguisent chaque concours de circonstances en sérendipité. D'un côté, « enjoy it while it lasts », de l'autre, « don't go gentle into that good night ». Certains auront peut-être pressenti le rapprochement que je veux faire entre ce film et le mouvement optimiste contemporain appelé accélérationnisme. Il est optimiste à propos du technocapitalisme contemporain et insiste que la seule façon de se sortir de l'horreur du contemporain est de l'exacerber, d'accueillir le monstre capitaliste et d'accélérer le processus de notre déterritorialisation finale. Ce mouvement, qui se réclame d'un prométhéanisme, est né dans les années 90 à Warwick autour du philosophe Nick Land et son Cultural Cybernetics Research Unit.
Justement, l'un des principaux concepts sortis de ce groupe est celui de l'hyperstition, sorte de superstition instrumentalisée, qui a pour but de faire advenir le futur par insinuation parasitaire. Ce groupe aura donné naissance à l'accélérationnisme de Srnicek et Williams, ainsi qu'au nihilisme de Ray Brazier, qui se réclame du projet des Lumières. On comprendra l'intérêt de Brazier pour les travaux de Meillassoux. Il partage, d'ailleurs, il traduit Meillassoux aussi. Il partage l'idée qu'il faut se libérer du cercle corrélationnel pour revenir au projet des Lumières, où la connaissance, selon lui, réussit à s'affranchir de l'impasse de la circularité entre observation et attente, où l'on touche vraiment au réel pur, l'objectivité à l'état brut, non ternie par le regard humain. On croit pouvoir s'élever hors de l'eau par un effet de désubjectivation totale, par un parasitage technocapitaliste exhaustif. On croit pouvoir se libérer du passé en devenant purement machinal, algorithmique, inférentiel. On croit créer le futur par pure superstition protentionnelle. Mais on oublie qu'il y a protension seulement aussi longtemps qu'il y a rétention. Car ce nouvel optimisme symptomatique de l'Anthropocène est bien fondé sur un éliminitivisme. Il insinue qu'il n'y a pas de concrescence, pas de synthèse, pas d'expérience, et que le donné, suivant l'articulation de Wilfrid Sellers, est un mythe, ou que la conscience, suivant Dennett, Churchland ou Metzinger, est une illusion dont il faut s'affranchir. Ce rêve de la discrétisation totale du monde renvoie au cosmos imaginé par Pierre-Simon Laplace, qui envisageait un observateur omniscient. Pour lui, rien ne serait incertain et le futur et le passé seraient présents à ses yeux. Dans ce cosmos qu'imagine Laplace, chaque événement a sa propre cause, comme chez Leibniz, et donc si le démon avait connaissance de toutes les causes et tous les effets, il pourrait prédire le futur à perfection. Essentiellement, il n'y aurait aucune différence entre l'avant et l'après, passé et futur. La contingence serait soumise à la nécessité. Mais ce rêve, nous le savons, a essentiellement été démantelé par Henri Poincaré, qui, dans son travail célèbre sur le problème des trois quarts, démontra que la réalité classique ou macroscopique est nécessairement composée d'imperfections, d'approximations, de détails minuscules du monde microscopique, et que ces aspects cachés sont portés à s'exprimer éventuellement lorsque les effets des conditions initiales du système se font amplifier progressivement par le temps. C'est ce qu'on appelle le chaos déterministe. Par ailleurs, la science est toujours divisée entre ces deux perspectives. D'un côté, ceux qui insistent sur un monde absolument déterministe et linéaire, et de l'autre, un monde intrinsèquement non linéaire, dû à l'effet de ce qu'on appelle en anglais coarse graining, ce qu'on pourrait appeler en français la grossiarisation, l'ambiguation, c'est-à-dire l'inévitable approximation du microscopique qu'implique la réalité macroscopique. On retrouve cette même polémique en thermodynamique ainsi qu'en théorie quantique, par exemple entre l'interprétation bohmienne, qui est complètement déterministe et où l'aléatoire n'est un effet de l'ignorance de l'observateur, et l'interprétation de Copenhague, qui implique un aléatoire intrinsèque. Quoi qu'il en soit, du point de vue de la physique fondamentale, il n'y a qu'une réalité. Il n'y a pas de stratification entre régimes organisationnels, pas de distinction entre biologie et chimie, pas de saut entre le sous-atomique et l'atomique, pas de différence entre matière et esprit. Dans la physique fondamentale, tout est information. De cette perspective, la réalité microphysique absorbe toutes les autres perspectives parce qu'elle demeure inchangée à travers les travaux et les tribulations de la réalité macroscopique. C'est justement pourquoi certains cosmologistes parlent d'une « theory of everything », ce qui évoque encore le démon de Laplace. Si on connaissait le code de la nature, on pourrait prédire le futur à perfection.
C'est aussi, par ailleurs, le dénouement post-humain qui est déployé dans Interstellar. L'humain ayant obtenu la formule fondamentale transcende la prison du corps pour devenir pure omniscience. Mais l'idée d'une theory of everything est fondée dans l'oubli que nous ne vivons pas dans l'idéalité ou dans la pure possibilité. Un monde, comme le disait Leibniz, est toujours contraint par la compossibilité. Alors, si la science veut réellement prédire, elle doit reconnaître et comprendre non seulement les mondes possibles qui auraient pu être, mais plutôt le monde qui est actuellement et factuellement le cas, et dans lequel cette histoire, cette culture, ces observations ont bien lieu. Or, aussitôt que ceci est admis, il devient clair que la nature, dans la mesure où elle est observée et qu'on en fait l'expérience, n'est jamais complètement repliée sur le plan de consistance, qui est par ailleurs maintenant reflété dans la théorie holographique cosmologique, où il est question de l'aplatissement de toutes les structures du cosmos sur une surface inscrite d'un code à l'échelle de Planck, projeté sur les parois de l'univers observable. La nature, telle qu'elle fait partie de la compossibilité d'un monde, est irréductiblement composée de plusieurs couches d'intelligibilité stratifiées. C'est ce qu'on appelle l'émergence dans l'étude de la complexité. C'est le fait qu'on ne peut pas réduire le phénomène chimique sur le substrat atomique, et pourquoi la description chimique n'arrive pas à expliquer adéquatement les comportements du biologique. Il y a, dans la traduction d'une strate à l'autre, toujours un élément oublié, une approximation, une erreur. Chaque strate survient sur les autres ou sur d'autres et à travers une hiérarchie de comportements émergents. Cette organisation hiérarchique est peut-être inséparable d'une projection ou d'une perspective subjective, mais justement, un monde est, comme l'avait découvert Leibniz, toujours composé de ces divers points de vue. Il est nulle part ailleurs de son expression dans une infinité de petites perceptions. Les stratifications du monde et le point de vue subjectif sur le monde sont donc réciproquement présupposés. Tel que Deleuze et Guattari l'imaginent, il n'y a pas de hiérarchie spécifique ou de priorité officielle du décodage entre une strate et une autre. Il y a une infinité de milieux composant un nuage chaotique qui sont chacun codés à leur manière. Les milieux codés se transcodent mutuellement à travers des échanges transductifs. Mais de sa propre perspective, le milieu est toujours en train d'en décoder un autre, c'est-à-dire d'utiliser l'autre comme fond, comme fondement de soi. Et c'est ainsi que le monde, sous la contrainte de la compossibilité, continuise ses environs. Pour faire la distinction avec la discrétise, continuise. Il continuise ses environs en même temps qu'il décode le milieu étranger. Il réduit son environnement aux critères de sa propre perspective limitée. C'est la coupure au sens de Dedekind, dit Deleuze, qui produit cette continuité. C'est la différence qui apparaît entre le vivant et le non-vivant au moment de l'émergence d'une synthèse asymétrique de la sensation, qui est condition d'un monde. Un monde est donc toujours composé d'approximations, et de là découle la notion leibnizienne de connaissance indistincte, que Alexander Baumgarten a ensuite eu raison de rapprocher à l'aesthésis. Si l'humain discrétise, c'est que la nature en soi s'ambiguïse, se grossiarise ou encore s'ambivalorise. Elle produit un monde macroscopique, composé non seulement de vérités nécessaires, mais aussi de vérités contingentes, non seulement de connaissances distinctes, mais aussi de connaissances irréductiblement indistinctes. Cette réalité de l'intrinsèquement indistinct, ou de ce que Deleuze appelle le champ du problématique, comme le salaire du péché originel, est le prix à payer pour avoir un monde. Un monde se divise toujours en strates. Ce qu'on appellera microscopique sera toujours ce qui n'est accessible que par approximation.
En effet, ceci est indirectement ce que Poincaré a démontré, le compostible est toujours stratifié entre niveaux de granularité et c'est leur disparition qui donne lieu à la non-linéarité, à l'imprévisible et donc aussi à l'horizon de l'avenir. Cette considération nous renvoie aussi à la thermodynamique, dont nous parlons beaucoup cette semaine, car la thermodynamique, on l'oublie trop souvent, c'est justement l'étude de l'objet macroscopique. L'objet à granularité brute, à gros grains, est composé de plusieurs petites parties, tellement de petites parties, en effet, qu'il serait impraticable d'en tenir compte tous à la fois. L'entité macroscopique qu'elle compose, à gros grains, est beaucoup plus facile à se représenter et on accède aux entités microscopiques que par le biais des probabilités. C'est ça la thermodynamique. Elle découle du simple fait que le monde compostible est stratifié. Le contingent s'approxime asymptotiquement par un décodage. La technologie humaine a toujours été une discrétisation du monde et a donc toujours impliqué une augmentation de la granularité de la connaissance, ce qui nous permet d'accroître notre territoire, notre monde. Mais il y a toujours un coût thermodynamique associé à cet accroissement perpétuel de la granularité de la connaissance. La discrétisation a littéralement toujours impliqué un réchauffement climatique. Quoi qu'il en soit, il y a une distinction fondamentale entre le décodage unilatéral du monde et la transduction multilatérale qui implique la compossibilité d'un monde. Leibniz avait bien cerné dans cette distinction étrange, dans cette... Ça, c'est le trou noir, l'intérieur du trou noir. En effet, Leibniz insiste toujours que Dieu est contraint par nécessité à créer le monde, à ce monde, le meilleur. Cette théorie du meilleur monde, Deleuze l'a bien reconnue comme relevant d'un optimisme remarquable. Combien l'optimisme de Leibniz est étrange, relate Deleuze. C'est que Leibniz reconnaît qu'il y a dans le fait, dans le factuel, un effet de conditionnement de ce qui aura été. Un monde est toujours contraint par la compatibilité des vérités contingentes qui lui est propre. Cela découle de ce que Leibniz appelle le principe d'inclusion. Le prédicat est toujours inclus dans le sujet. Dans le cas des vérités nécessaires, c'est justement parce qu'il y a auto-inclusion qu'on peut atteindre une détermination finale d'un fait distinct par une série de procédures finies. La vérité nécessaire résulte d'une inclusion unilatérale. Par contre, il y a aussi des cas où le rôle du prédicat et celui du sujet sont parfaitement échangeables et où il y a inclusion réciproque ou bilatérale. C'est le cas de la vérité contingente. Or, Leibniz découvre que la compossibilité d'un monde résulte directement de cette inclusion réciproque des faits contingents. Chaque fait dans ce monde inclut d'une manière ou d'une autre et à la manière d'une monade qui reflète le monde entier, mais à divers degrés de clarté, chaque autre vérité contingente. Le monde n'existe pas hors de ces inclusions réciproques par les petites perceptions qui l'occupent. Or, il y a un étrange renversement que Leibniz n'a pas voulu souligner adéquatement, mais qui est tout de même mis en évidence par son système. Un renversement de priorité entre nécessité et contingence. Les vérités nécessaires sont elles-mêmes contraintes par les vérités contingentes, ce qui implique aussi un renversement de la priorité causale. Ce surprenant renversement de priorité entre la cause et l'effet, entre l'avant et l'après, qui agit sur le monde dans un temps futur antérieur, est conditionné par la compossibilité d'un monde, c'est-à-dire par sa concrescence, sa synthèse, son intégration,
par le devenir un du multiple. La surface de l'expérience conditionne ce qui aura été. Le futur sélectionne son passé par le mécanisme que Deleuze a appelé quasi-causalité. Il faut reconnaître que ce revirement remarquable de la priorité causale, on la trouve au fond même de la question de la raison. Car c'est justement la structure logique que prend la raison aussitôt qu'on admet que l'application de la raison implique que l'on conditionnalise nos inférences sur nos expériences, sur les faits que nous observons dans le monde, dans ce monde. C'est le théorème de Bayes. Nos prétentions doivent répondre, doivent satisfaire, en quelque sorte, à ce que nous retenons. Or, si l'expérience qu'on fait d'un monde conditionne l'avenir auquel on peut s'attendre, cela implique que l'attitude, la posture qu'on adopte devant l'imprévisible participe aussi, quasi-causalement, à ce qui aura été. C'est justement ce qui mène Nietzsche à la réalisation qu'il faut affirmer l'éternel retour et renvoie évidemment aussi à la question de Deleuze, à savoir de comment devenir digne de ce qui nous arrive. C'est une question qui revient souvent lorsqu'on contemple la cosmologie, et en particulier le principe anthropique, le principe de la sélection d'observation. Il est très intéressant que dans la littérature philosophique sur ce sujet, la polémique principale ne soit pas à savoir si l'observation de ce monde est probable ou improbable, ce qui revient au débat que Bernard et moi entretenons depuis quelques jours. En effet, dans cette pensée sur le principe anthropique, qui est traitée en profondeur par Nick Bostrom à Oxford, il semble que tous sont d'accord pour dire que l'observation de ce monde est improbable, effectivement. Car cette observation ne serait qu'une option parmi une infinité d'observations de mondes possibles. Elle a donc une probabilité de 1 sur infini, ce qui est très improbable. Par contre, pas plus improbable que les autres univers. Sur cela, il y a consensus. Il est toujours aussi improbable que nous vivions ce monde que nous en vivions n'importe quel autre. Le point de contention est plutôt autour de la question « devrions-nous être surpris ou non du fait que ce monde dans lequel cette observation prend place est en effet le cas? Devrions-nous s'étonner d'être là ou d'être encore là? » Cette question revient encore et encore, et surtout lorsqu'on traite du problème très pertinent pour nous qui pensons l'Anthropocène, du Doomsday Scenario, c'est-à-dire la question de la probabilité que nos jours soient comptés, que l'heure soit proche. Quoi qu'il en soit, nous avons d'un côté ceux qui insistent que l'improbabilité de ce monde et de la vie consciente humaine telle que nous la connaissons est surprenante, et de l'autre ceux pour qui on ne devrait pas se surprendre d'être là et de faire l'expérience de ce monde. Ceux du côté de la surprise ou de l'étonnement vont célébrer cette improbabilité, tandis que ceux de l'autre auront tendance à dénigrer l'intensité émotionnelle que l'étonnement implique. Entre ces deux pôles, on reconnaîtra le renversement de la surprise initiale par l'introduction d'explications telles que les designers intelligents, les dieux, les mythes cosmogoniques ou encore ces extraterrestres intelligents et bienveillants qui sont sous-entendus au début de Interstellar. Le but de ces stratégies est d'augmenter par une explication quelconque la probabilité que nous soyons ici à voir ce monde-là. L'explication augmenterait la probabilité, donc on se sent moins étonné d'être là. C'est justement le cas, je crois, de la théorie du meilleur monde chez Leibniz.
C'est un geste qui opère une transfiguration de l'improbabilité à la probabilité, de la contingence à la nécessité. Mais peut-on dire que Leibniz a raison d'insister sur un optimisme ontologique superstitieux, en insistant que ceci est le meilleur des mondes possibles pour quasi-causalement et rétroactivement contraindre ce monde meilleur à avoir été le cas? Peut-être pas. Deleuze offre une belle critique de Leibniz sur ce point. Leibniz a tort, dit-il, lorsqu'il donne au principe du sens commun et du bon sens un statut transcendantal. C'est en transcendantalisant le bon sens et le sens commun que Leibniz devient si curieusement optimiste et qu'il déclare honteusement que la philosophie doit seulement créer de nouveaux concepts aussi longtemps qu'il ne renverse pas les sentiments établis. Leibniz était donc précurseur de Thatcher et de l'adage qu'il n'y a pas d'alternative au statu quo, comme le relatait Gérald lundi. Le problème pour Deleuze est que Leibniz se retient de donner à l'aléatoire, aux problématiques ou à l'ambiguïté un statut primaire et déterminant. Il se retient de reconnaître pleinement ce que représente l'étrange revirement qu'opère la compossibilité sur la possibilité et qui fait en sorte que les vérités contingentes conditionnent les vérités nécessaires. Car il y a, dit Deleuze, un processus pré-individuel, une genèse passive, un jeu impersonnel qui distribue sens et non-sens bien avant que les sentiments s'établissent. Cela implique la production de mondes par la divergence et la convergence des séries par la production de cercles de compossibilité et de frontières d'incompossibilité. Leibniz était sur la bonne voie, mais tomba dans le piège de croire que le mécanisme de quasi-causalité impliquait la transcendalisation du statu quo. Penser positivement, rester optimiste, c'est la même superstition que les joueurs. Voir le bon côté de la situation, dire que le verre est toujours plein, ou à moitié plein. Encore ici, je crois que les remarques de Deleuze à propos de l'optimisme leibnizien sont très utiles, car il ne suffit pas de choisir entre optimisme et pessimiste. Pour choisir ce qui aura été, il ne s'agit pas d'élever le statu quo ou de l'accélérer, de le transcendantaliser. Il s'agit de l'affirmer, oui, d'en devenir conscient, de laisser advenir la synthèse de monde de la divergence des points de vue. L'optimisme est une chose étrange. Les optimistes, il est vrai, sont responsables de la plupart des bifurcations historiques. Mais il y a souvent un substrat matériel qui conditionne cet optimisme. L'optimisme a un aspect purement pharmacologique. Le mâle alpha qu'on étudie chez les primates, par exemple, on sait que sa confiance est souvent soutenue par des niveaux élevés de sérotonine. Il est pharmacologiquement soutenu à être plus optimiste et à prendre des risques que les autres ne prennent pas. Mais le grand problème avec l'optimisme, l'optimiste drogué à la sérotonine, c'est qu'il est typiquement moins rationnel que les pessimistes. Les expériences psychologiques de Kahneman et Tversky, qui ont découvert le principe de l'aversion à la perte, démontrent clairement que le plus on est optimiste, le plus on pense vite, le plus on conditionnalise nos inférences, le moins on conditionnalise nos inférences sur nos observations, c'est-à-dire le moins on est raisonnable. L'optimiste agit par pur réflexe. Il fait toujours confiance à ses instincts. Il ne se pose pas de questions. En effet, sa pensée est court-circuitée par toutes sortes de pulsions nerveuses quand son cerveau sait qu'il est thermodynamiquement moins coûteux de résoudre certains problèmes par pur automatisme. L'optimisme est réduit au cerveau reptilien. L'optimiste est réduit au cerveau reptilien qui n'est pas contraint par l'inclusion réciproque des autres points de vue. Au contraire, c'est le pessimiste
typiquement, qui réfléchit, qui pense avant de prendre un risque, qui ne se lance pas dans un acte de foi mal calculé. Néanmoins, il manque souvent de motivation et c'est le réflexe impulsif de l'optimiste qui souvent fait en sorte que le monde bifurque. Il faut alors considérer la possibilité que ce soit les optimistes et les accélérationnistes de l'histoire qui nous ont menés au précipice qu'est l'Anthropocène. C'est justement ceux qui ne réfléchissent pas qui sont responsables de chaque tournant historique parce que c'est eux qui sont portés à prendre des risques mal calculés. Or, comme Bernard disait bien dans le séminaire, je crois que c'était le dernier séminaire de cet été, la question n'est pas de choisir entre optimisme et pessimisme. Le problème est plutôt celui de comment trouver le courage de répondre à l'exigence de l'époque, de comment devenir digne de ce qui nous arrive, d'être à la hauteur de l'événement. Mais quel est le principe qui choisit parmi les futurs possibles? Quelle est la condition de la bifurcation des sentiers, de la divergence des mondes incompossibles? C'est une question compliquée, mais je crois que s'il y a une pragmatique de la quasi-causalité, elle se trame entre inférence et aesthésis, entre algorithme et intégration, entre protension et concrescence. Car le conformisme à l'idée qu'il n'y a aucune alternative, there is no alternative, l'épuisement de la croyance en un projet autre et en une bifurcation possible, résulte d'un défaut de concrescence, ce qui implique qu'on ne peut plus conditionnaliser nos inférences sur la compossibilité des points de vue. L'algorithme, d'ailleurs, peut être pensé comme une inférence démunie de sa raison, démunie de son conditionnement par la contingence et par l'indistinct, par la surface du compossible. Les inférences algorithmiques qui nous gouvernent extérieurement et qui nous composent intérieurement agissent unilatéralement et en soi ne convergent jamais, mais ne cessent d'appliquer bêtement leurs règles directives. Tout ça suggère qu'il faut, avec Deleuze, insister sur la réalité du problématique, car si une chose est claire, tout en étant intrinsèquement obscure, c'est que l'indistinct conditionne le distinct. La différence précède logiquement l'individu. L'unilatéralité de l'algorithme doit être compensée par la multilatéralité qu'implique la compossibilité d'un monde, par l'inclusion réciproque d'une hétérogénéité de perspectives qui produit l'intégration de l'expérience, ce qu'on appelle en anglais « the all-at-onceness » de la conscience, son aspect irréductible, singulier et inéchangeable. Merci.